Alors le premier exemple, donc l'exemple Ajax natif.html. Donc ici j'ai intégré dans la partie script, dans le Windows Onload, un objet vue, donc qui regarde, comme je vous l'ai indiqué, on va prendre toujours le même template, donc avec l'ID app, qui regarde ce qui se passe là-dedans. Et puis dans les données, on a notre tableau de vidéo qui est vide au départ. Et là, on va s'intégrer dans le cycle de vie de l'objet vu. Alors, vous pouvez vous intégrer dans le cadre des applications qu'on va faire, soit dans le created, quand l'objet vu est créé, ou soit dans le mounted, quand il est monté, pour faire vos requêtes Ajax. Alors vous verrez, moi je le fais des fois dans le created, des fois dans le mounted, ça dépend. Mais vous pouvez utiliser ces deux cycles de vie là pour faire vos requêtes Ajax. Les autres, évitez. Alors je vais évidemment créer un objet Ajax, donc je crée une variable, un objet de type XML HTTP request, et je vais lui coller un gestionnaire d'événements sur le ready state change. Donc en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire quand mon objet vient changer, c'est-à-dire il s'est passé quelque chose, parce que cet objet a un cycle de vie, on va récupérer les résultats. Alors on récupère les résultats quand la requête a abouti, c'est-à-dire quand le serveur a reçu la requête, l'a traitée et vous a renvoyé une réponse. Donc quand le ready state de cet objet est add-on, ça veut dire que le serveur vous a renvoyé une réponse. À ce moment-là, on regarde le statut de la réponse. Si la réponse vous renvoie quelque chose, il n'y a pas d'erreur, le statut est à 200. Et à ce moment-là, à partir de mon tableau vidéo de mon objet VM, j'utilise un JSON parse pour parser le résultat qui m'est renvoyé sous forme de texte nativement. Comme ça me permet de réorganiser la réponse du serveur qu'envoyé en JSON dans mon tableau de vidéo. Vous voyez qu'on est obligé de parser. Et puis évidemment, si j'ai pas un statut 200, ça veut dire que la requête a échoué, donc je vais mettre dans mes vidéos request fail pour pouvoir le voir par exemple dans ma console. Alors tout ça s'exécute de façon asynchrone, évidemment, puisque on attend que l'état de mon objet HTTP, XML HTTP request RQ change pour pouvoir traiter la réponse qui m'est renvoyée du serveur. Puis évidemment, là, j'y reviendrai plus tard, de toute façon, vous inquiétez pas, on ne va pas utiliser d'Ajax natif. On est obligé de faire un bind, parce que ça, c'est ce qu'on appelle une zone isolée, je vous l'expliquerai plus tard, pour pouvoir rendre visible dans cette partie-là mon objet request et mon objet this, donc qui représente en fait mon objet VM. Et ensuite, on ouvre en get la requête Ajax sur cette adresse-là et on l'envoie. Alors évidemment, dans l'ordre, qu'est-ce qui va se passer? On va faire l'objet XML HTTP request. Ça, l'état va pas changer tout de suite, donc on va exécuter ça. On va envoyer la requête, on va ouvrir un flux pour faire une requête en get, et puis on va l'envoyer. Et cette partie-là s'exécutera que quand l'état de la requête va changer. Alors plusieurs remarques, déjà le code il est assez sirupeux. Si on n'en fait pas tous les matins, au bout d'un moment on ne sait plus comment ça se passe, puis il faut regarder la doc. Et puis en termes de lisibilité, c'est pas évident. Et puis en termes de test de ceci, de cela, vous voyez que c'est relativement lourd. Au début, on n'avait que ça à disposition. Les requêtes Ajax, les premières, évidemment, fallait organiser tout ça. Alors dans le cadre d'une petite requête comme ça, à titre d'exemple, c'est simple, mais imaginez dans une application, ça peut être assez compliqué à implémenter. Donc c'est le premier reproche qu'on fait. C'est pour ça qu'après, on est très très vite passé par des librairies pour simplifier un petit peu ce protocole et cette façon de faire.